Bonjour, je suis contente de vous rencontrer ici à Grenoble. À vrai dire, au départ, j'avais pensé vous parler de ce livre qui vient de sortir sur les 4 vents du monde, petit guide, comme Edoui Plenel vient de le rappeler, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation. Mais en fait, en réfléchissant à cette intervention ici, il se trouve que j'ai reçu, au moment où je travaillais là-dessus, les carnets du CAPS. Le CAPS, c'est le Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, le dernier numéro de ces carnets s'intitule « Les mondes de 2030 ». Donc, c'est un numéro de prospective. Et c'est intéressant en soi parce qu'ils envisagent 8 mondes possibles. 8 mondes possibles à l'horizon 2030. Or, ce qui m'a frappé en tant que juriste, c'est que parmi ces mondes possibles, on voit très peu apparaître le droit. Le droit n'est pas une variable déterminante, puisque ces mondes possibles, ils sont présentés à partir de 2 axes, qui sont l'axe de la puissance. Alors, soit la puissance est plus ou moins concentrée, plus ou moins dispersée, et puis là, il y a l'axe de la compétition, qui est plus ou moins violente, plus ou moins agressive. Mais au bout du compte, dans les 8 modèles, il y en a pratiquement un seul qui fasse vraiment référence au droit. C'est le modèle qu'ils appellent le modèle de la Société des Nations et le concert des nations. Et ce modèle, je dirais, il est un peu vieillot. C'est un peu le droit westphalien, c'est-à-dire un droit international entre États. On ne voit pas apparaître la société civile. La société civile, elle apparaît dans un autre modèle qu'ils appellent le village global, mais qui est très peu juridicisé. Alors, c'est ce qui m'a amené à transformer un petit peu mon intervention et à l'appeler manifeste, peut-être pour marquer davantage ce qui, à mon sens, devrait être pris en compte, c'est l'importance des instruments juridiques, à condition qu'on sache s'en servir, à condition qu'on apprenne à s'en servir. Car les instruments juridiques, ce n'est pas seulement le droit international. Le droit international en fait partie, mais il n'est pas tout seul. Le droit national, le droit des États, les décisions des juges nationaux sont aussi importants pour faire apparaître, pour faire émerger un ordre juridique mondial. Et puis il y a aussi le droit transnational, le droit des acteurs privés, les normes que les entreprises transnationales se donnent à elles-mêmes de façon auto-gérée. Donc, ce que j'ai pensé, c'est qu'il fallait peut-être être un peu plus offensif dans la manière d'évoquer le droit et évoquer la possibilité, en utilisant l'instrument juridique, d'aller vers une mondialité apaisée. Alors, ce mot de mondialité, en fait, c'est un néologisme que j'ai emprunté à Édouard Glissant. Édouard Glissant, qui n'était pas juriste du tout, c'est un grand écrivain, poète. Et quand je l'ai rencontré la première fois, il avait une certaine méfiance à l'égard du droit et des juristes. Donc il ne faut pas le soupçonner de complaisance, bien au contraire. Mais en même temps, son programme qu'il appelle la mondialité me paraît extrêmement inspirant pour une réflexion sur un futur ordre mondial, y compris pour la réflexion juridique. D'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Patrick Chamoiseau, qui est un peu le continuateur de la pensée d'Édouard Glissant, dans son dernier livre qui s'appelle « Frères migrants », parle spontanément des forces imaginantes du droit. Il a repris l'expression que j'ai beaucoup utilisée pour mes cours au Collège de France. Il parle des forces imaginantes du droit comme étant des forces pouvant soutenir l'idée de mondialité. Alors cette mondialité, voilà comment Glissant la présente. Je ne dirais pas que c'est une définition, ce serait trop
juridique, mais il la présente comme une aventure sans précédent. Cette aventure qu'il nous est donnée à tous de vivre dans un espace-temps qui, pour la première fois réellement et de manière foudroyante, se conçoit à la fois unique et multiple et inextricable. Ça, c'est dans la Coë du Lamentin. En fait, la mondialité n'est ni une utopie, elle est déjà dans les faits, dans le monde réel, mais à condition de la voir. Ce n'est pas non plus un concept abstrait, je dirais c'est plutôt un état d'esprit, une ouverture au monde, peut-être un nouveau récit, voire un nouveau mythe, et pourquoi pas une nouvelle boussole pour naviguer sur l'océan de la mondialisation. Alors pour envisager les mondes, tous les mondes possibles, je crois qu'il ne faut pas négliger l'hypothèse selon laquelle les forces imaginantes du droit pourraient contribuer à une mondialisation moins guerrière, car au fond, dans les 8 mondes répertoriés par le ministère des Affaires étrangères, on a essentiellement des mondes guerriers. On a le modèle des prédateurs, on a la guerre du Pacifique, on a l'état de nature, le modèle du tyran. Donc on a essentiellement des modèles guerriers, très loin de l'idée d'une mondialité apaisée. Donc l'hypothèse que les forces imaginantes du droit pourraient contribuer à une mondialisation moins guerrière, encore faut-il pour cela que la pensée juridique elle-même évolue suffisamment pour relever les défis qui sont les défis de la mondialisation. On ne peut pas penser le droit et l'ordre juridique en particulier de la même manière qu'avant la mondialisation telle que nous la connaissons maintenant. Donc ce que je vais essayer de montrer à travers ce mot de manifeste, c'est comment donner à voir la nécessité d'un nouvel esprit juridique pour transformer l'ordre juridique mondial et ensuite comment une sorte de programme qu'on pourrait appeler mondialité pourrait contribuer à un basculement vers des pratiques apaisées. Alors, au fond, il y a un constat et un programme. Le constat, c'est que la mondialisation a modifié la perception que nous pouvons avoir du droit. La mondialisation, bien sûr, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il est ancien déjà. Il se situe un peu au croisement, je dirais, de la globalisation des flux, la globalisation des risques, la globalisation des crimes, et puis ce qu'on pourrait appeler l'universalisation des valeurs, les droits de l'homme, les crimes contre l'humanité, les biens publics mondiaux, etc. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que cette mondialisation, ses effets sont accrus par 3 phénomènes contemporains qui sont une sorte de démographie galopante. À l'époque où Kant imaginait son principe d'hospitalité universelle en disant « la Terre est ronde, donc les hommes ne peuvent pas se disperser à l'infini, donc il faut les accueillir, pas en ennemis », mais à cette époque-là, ils étaient 1 milliard sur la planète. En 1950, on était passé à 3, à raison de 1 milliard de plus tous les 100 ans. Entre 1950 et 2010, on est passé de 3 à 7 milliards, ce qui veut dire 1 milliard de plus tous les 15 ans. Et les prévisions montrent que l'accélération continue, puisque bientôt ce sera 1 milliard de plus tous les 10 ans. Donc une démographie galopante, c'est un premier phénomène nouveau. Un deuxième phénomène, c'est l'explosion littéralement des nouvelles technologies. Certains parlent de transition fulgurante avec l'ère du numérique. Et puis une troisième différence, c'est l'accroissement considérable des interdépendances à tous les niveaux, les interdépendances entre les humains, entre les États,
où les collectifs humains, États, mais aussi grandes entreprises transnationales ou groupements de la société civile, et puis les interdépendances entre les humains et les non-humains, entre d'abord les générations présentes et les générations futures, là on reste dans le domaine des humains, mais aussi entre les humains et les non-humains, les vivants non-humains, la nature si vous voulez, pour aller vite. Et puis finalement, peut-être aussi, faut-il commencer à se poser la question des interdépendances entre les humains et les objets dits intelligents, l'homme et le robot, l'homme et la machine. Donc tout cela interpelle les juristes parce que le droit kelsénien, c'est-à-dire un droit identifié à l'État, un État souverain sur son territoire, et un droit qui se conjugue au présent, on se préoccupe peu du passé et pas du tout de l'avenir, tout cela est dépassé. Les États sont concurrencés par une multiplication d'acteurs non étatiques, à commencer par les grandes entreprises transnationales dont les budgets sont souvent plus importants que ceux de nombreux États. Le territoire est débordé par des nouvelles catégories qui entrent dans le champ juridique. Là, le droit est un peu un révélateur. Quand on parle de patrimoine commun de l'humanité ou quand on parle de biens publics mondiaux, on déborde bien évidemment la notion de territoire national. Et puis, il n'y a pas seulement l'espace, il y a le temps qui est quelque chose comme étiré vers le passé, le devoir de mémoire, les lois mémorielles. Vers le futur, c'est peut-être encore plus surprenant, le devoir d'anticipation. Ça, c'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé dans le champ juridique et qui apparaît à travers des mots comme développement durable, paix durable, ou plus clairement encore, génération future. Le futur entre donc dans le champ juridique. Il faut donc que la pensée juridique s'adapte. C'est une sorte de rupture épistémologique très difficile parce que le vocabulaire et les métaphores auxquelles nous sommes habitués incitent à penser le droit identifié à l'État et à le penser comme un ordre cohérent avec la hiérarchie des normes et stable. Il se conjugue au présent. Tout le vocabulaire est statique si on y réfléchit. On parle de piliers, on parle de socle, on parle de fondements, de droits fondamentaux. On parle même de pyramide, quoi de plus statique et hiérarchique en même temps que la pyramide des normes. Ce qui fait que pour rendre manifeste les transformations de l'esprit juridique vers un ordre juridique interactif et évolutif, il faut changer d'épistémologie, il faut passer à un droit non kelsénien ou post-kelsénien, c'est-à-dire concrètement penser davantage en termes de processus qu'en termes de concepts, penser davantage, plutôt que de prévoir des modèles, de construire des modèles, travailler sur des mouvements, des trajectoires, passer autrement dit d'une vision statique à une vision dynamique. Et c'est ce constat que j'avais fait qui m'a conduite à la métaphore des nuages pour représenter les systèmes de droit. Des pyramides de nuages, vous voyez, il y a un bond qui est difficile à faire. On est habitué à l'image des pyramides et voilà que je propose l'image des nuages. Et l'idée que la métaphore, c'est qu'il faudrait apprendre à ordonner les nuages. Ça devient un peu acrobatique. Et cette image des nuages m'a conduite à poser la question de savoir qu'est-ce qui donne la forme aux nuages, qu'est-ce qui les forme, les déforme, les transforme. C'est le souffle qui est derrière, c'est le vent donc. Et c'est par ce chemin-là que j'en suis venue à proposer dans... Alors, non, on n'a pas pu les projeter. À proposer dans les 4 vents du monde 2 figures. Une figure que j'ai appelée la rose des vents, pour repérer en fait les contradictions qui sont à l'œuvre. La voilà, formidable. Donc la rose des vents pour repérer les contradictions, là c'est vraiment le droit révélateur. Mais ensuite on verra une deuxième figure de la ronde des vents, qui est l'idée de réguler par la recherche d'un équilibre entre les vents contraires,
cette mondialisation un peu chaotique que nous observons. Alors, repérer les contradictions apparentes, c'est relativement facile. Alors, on peut faire bien sûr plusieurs propositions. Moi, j'ai retenu essentiellement 4 contradictions qui pourraient devenir des tensions dynamiques. La contradiction ou la tension coopération-compétition, c'est celle qu'on retrouve dans les cahiers du CAPS, mais aussi la tension liberté-sécurité avec toutes les affaires de terrorisme, on est en plein dans cette tension. La tension conservation-innovation, et là je dirais que le droit de l'environnement est très concerné. Et puis la tension intégration-exclusion qui, par exemple, intéresse le droit des migrations. Alors ce que j'ai pu observer, c'est que le triomphe d'un seul des vents, quel qu'il soit, conduirait le monde dans ce que les navigateurs appellent le poteau noir. Vous savez, le poteau noir, c'est au milieu des océans, l'endroit où les alizés du nord et du sud se rencontrent. Alors, la violence est telle que soit ils se neutralisent, c'est la paralysie. Du temps de la marine à voile, le bateau restait encalminé des jours, voire des semaines. Soit alors c'est le naufrage. Les vents se heurtent violemment et c'est le naufrage. Et je trouve que c'est une image qui va pas mal à l'heure actuelle pour l'Europe et peut-être même pour le monde. Et dans les descriptions du ministère, on voit bien que les modèles qu'ils appellent le modèle du tyran ou la Pax Americana ou le village global tendent vers la paralysie. Et les autres modèles comme les grands prédateurs, les grands et les petits prédateurs d'ailleurs, et quelques autres encore, vont plutôt vers le naufrage. Surtout si les petits prédateurs, les mafias et les terroristes avaient accès à des armes de destruction massive un jour, comme on commence à nous apprendre qu'avec la miniaturisation des drones, il ne serait pas impossible que des incidents graves soient produits par des drones tueurs qui seraient entre les mains, non seulement des États, les grands États, mais aussi d'États voyous et aussi de réseaux organisés, de petits prédateurs non étatiques. Alors, comment se diriger au milieu de ces vents contraires? Pendant longtemps, chaque collectif humain choisissait son pôle Nord, en quelque sorte. Chacun inventait sa boussole. Mais la condition, c'était de rester sur son territoire national. Or, j'ai indiqué que ce n'était plus possible parce que la globalisation s'accompagne de déterritorialisation. Les frontières deviennent poreuses et les systèmes de droit eux-mêmes deviennent poreux. Alors, pour éviter le poteau noir, il faudrait arriver à harmoniser les sociétés sans uniformiser le monde, à les stabiliser sans les paralyser. Je dirais que c'est un pari redoutable. Il est loin d'être gagné d'avance, il a même de fortes chances d'être perdu. Mais on peut toujours le tenter, on peut toujours essayer. Et je dirais qu'on est encouragé à le tenter avec l'expérience, somme toute, assez positive, malgré toutes les nuances qu'il faut apporter à cela, de la COP 21 sur le changement climatique, avec les COP, les conférences qui ont suivi. On sait bien que le problème du retrait des États-Unis n'est pas résolu, mais malgré tout, on a vu comment une certaine méthode pouvait se mettre au point pour réguler les tensions entre ces grands vents contraires. Alors, la régulation des tensions, oui, voilà, c'est la ronde des vents, ce que j'ai appelé la ronde des vents. Elle peut se faire par le jeu de principes régulateurs qui permettent une sorte de pondération. Par exemple, entre le couple innovation-conservation, le principe de précaution permet une sorte d'équilibre toujours instable, mais possible. De la même manière, ça ne figure pas sur le tableau, c'est quelque chose qui est apparu plus tard. Il y a à l'heure actuelle un projet de convention modèle sur les migrations qui utiliserait le nouveau principe d'hospitalité comme manière de pondérer exclusion et intégration. Il y a une idée intéressante là derrière. Ce n'est pas l'hospitalité universelle avec le droit de s'installer partout, mais c'est
un principe qui permettrait de pondérer les choses. Le problème, c'est qu'il y a des cas dans lesquels la pondération est impossible. Par exemple, dans le couple liberté-sécurité, on ne peut pas pondérer l'un par rapport à l'autre. Donc c'est une autre fonction du droit qu'il faut utiliser, c'est la fonction traditionnelle, celle de l'interdiction. Le droit pose des limites, il pose des bornes à ne pas franchir. Et en matière de sécurité et liberté, on peut dire qu'il y a une borne commune qui permet d'éviter, qui devrait permettre d'éviter les excès, c'est la borne du respect de l'égale dignité de tous les êtres humains. On ne peut pas, même en cas de terrorisme, torturer parce que c'est une atteinte à l'égale dignité. Alors le problème, c'est que pour définir des bornes, il faudrait avoir la même vision du monde, la même vision des valeurs. Je parle d'égale dignité, mais est-ce que toutes les cultures reconnaissent le même sens à ces mots? Il faudrait avoir en réalité partagé le même humanisme. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, il y a au moins deux conceptions de l'humanisme qui se confrontent. Il y a l'humanisme des Lumières qui va jusqu'à la déclaration de 1948. C'est un humanisme de séparation. L'homme est séparé de la nature et il est séparé souvent pour mieux la dominer. Alors, le principe qu'on met à ce moment-là au centre, je l'ai appelé DH, dignité humaine. C'est un principe qui interdit les pratiques de déshumanisation, crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre. Mais on a une autre vision de l'humanisme qui est plus récente en apparence, qui en fait est très ancienne, je pense, est inscrite dans l'histoire. C'est l'humanisme des interdépendances. C'est l'homme en relation. C'est un humanisme qui n'est pas relativiste, mais qui est relationnel. L'homme est en relation, il est en interrelation, comme je disais tout à l'heure en parlant des interdépendances. Alors ça, c'est quelque chose qui se construirait autour de l'idée de bien commun et autour de l'idée d'un principe de solidarité planétaire que j'ai mis également au centre. SP, solidarité planétaire. J'ai mis les deux au centre parce qu'il me semblait impossible de choisir. Je pense qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Et ce centre pourrait être le centre magnétique. Si on gardait l'image d'une sorte de boussole planétaire, il faudrait qu'il y ait à la fois la dignité humaine et la solidarité planétaire au centre magnétique de la boussole. Mais alors, si on arrivait à un accord, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de conditionnels et on en est très loin encore, on pourrait essayer de s'orienter vers ce monde apaisé que Glissant proposait de nommer mondialité. Ça, c'est la mondialité comme programme. Alors, je résume la proposition d'une mondialité devenue programme par je résume l'idée de programme par trois propositions qui seraient préserver les différences, reconnaître les interdépendances et promouvoir les solidarités, sous-entendu responsables. Préserver les différences, c'est très important car la mondialité, et ça Glissant y insiste beaucoup et je crois que son intuition est très juste, la mondialité, ce n'est pas l'uniformité. Une mondialité apaisée, ce n'est pas l'uniformisation du monde. On refuse au contraire l'idée d'un modèle unique et hégémonique, l'idée d'un empire-monde. Déjà du temps de Kant, il redoutait la République universelle et disait que ce serait le despotisme le plus effroyable. On a vu que les ministères des Affaires étrangères redoutent à la fois la Pax Americana et en filigrane la Pax Sinisa, la paix chinoise, mais ils redoutent aussi le duopole États-Unis-Chine. Et on peut citer aussi un autre auteur entre Kant et le XXIe siècle. Au XIXe siècle, on peut citer Tocqueville, quand il parlait du despotisme en démocratie et qu'il y voyait la transformation des êtres humains en troupeaux d'animaux dociles. Mais à l'époque, il n'avait pas imaginé que la révolution numérique mettrait au service de son despotisme doux
des moyens de surveillance de masse, avec des humains qui sont de plus en plus robotisés pendant que les robots sont humanisés. Au fond, la Pax Technologica, il ne l'avait pas imaginée dans son despotisme doux, et elle est maintenant assez présente, sinon présente, du moins menaçante. Donc, préserver les différences, c'est refuser l'uniformité, mais en même temps, la mondialité est à la fois unique et multiple. Elle n'est pas seulement multiple, elle est aussi unique. Donc il faut arriver à un ordonnancement commun, ce que j'ai appelé dans certains de mes livres, ordonner le pluralisme ou bâtir un pluralisme ordonné. C'est-à-dire que pour qu'il y ait quelque chose en commun, il ne faut pas supprimer les différences. S'il n'y a plus de différences, il n'y a plus de commun. Le mot commun n'a plus de sens. Mais il faut rapprocher les différences sans les supprimer, c'est-à-dire harmoniser la diversité ou pluraliser l'universel. Encore une fois, pour qu'il y ait du commun, il faut garder des différences. Et là, on a des repères dans le droit international avec le rapprochement qu'on peut faire entre deux pôles. Le pôle de l'universel, c'est la Déclaration universelle, entre guillemets, des droits de l'homme de 1948. Et le pôle du pluralisme, fortement affirmé, et la date n'est pas sans importance, en novembre 2001, c'est-à-dire juste après les attentats du 11 septembre, par une déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité. Le pluralisme étant aussi nécessaire à l'homme que la biodiversité pour la nature. Donc on a un pôle universaliste, un pôle pluraliste, mais on n'a pas le mode d'emploi pour les penser simultanément. La seule disposition dans les textes de l'UNESCO, c'est de dire qu'on ne peut pas invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme. Mais on ne dit pas comment les concilier. Alors, la conciliation, elle vient, à mon sens, de la seconde proposition. Il ne suffit pas de préserver les différences, il faut reconnaître les interdépendances. Les interdépendances, je vous le disais d'emblée, c'est un fait qu'on peut observer entre les collectifs humains, entre les humains présents et les générations futures, entre les humains et les vivants non humains, entre les sujets humains et les objets intelligents. C'est un fait. Mais ce fait, il faudrait le reconnaître, parce que tout le mouvement, au fond, qui consiste à refermer les frontières, est une sorte de négation, de déni de la réalité des interdépendances. Donc il faudrait une reconnaissance juridique. Actuellement, elle existe, mais de façon très discrète, dans la déclaration qui avait été faite à Rio en 1992, au premier sommet de la Terre. Il y avait cette formule, qui reste inscrite donc dans le droit international, « La Terre forme un tout marqué par les interdépendances ». Et on voit un foisonnement de projets de déclaration des droits de l'humanité, par exemple, ou pacte sur les droits de l'environnement, qui constate ces interdépendances. Alors, l'entrée dans le droit international a été discrète. Il y a beaucoup de projets qui circulent. On avait fait avec Michel Rocard et Stéphane Hessel et beaucoup d'autres un projet de déclaration d'interdépendance en 2005. Vous voyez, ce n'est pas tout récent. Et il n'a jamais encore abouti. On l'avait fait à l'époque en pensant fêter les 60 ans de la Charte des Nations Unies, 1945. Ça reste dans l'air du temps, mais sans accomplissement. C'est difficile, parce que quand on y réfléchit, c'est une sorte de révolution copernicienne. De même que Copernic a montré que la Terre n'était pas au centre du système solaire, il s'agit rien de moins que de montrer que l'homme n'est pas au centre de la Terre. C'est une forte révolution qui remettrait d'ailleurs en cause le vocabulaire lui-même, parce que le mot environnement, quand on y réfléchit, met l'homme au centre. C'est ce qui environne l'humain. Et je me souviens d'une réunion que nous avons eue il y a 15 jours à Caen sur les générations futures, où un collègue polynésien m'a dit qu'il était très heureux de m'entendre critiquer le mot environnement, parce que dans sa langue, ce mot n'existe pas. Et effectivement, c'est une autre vision du monde radicalement différente. Alors cela étant, comment organiser les réponses aux interdépendances? Car l'homme n'est pas tout à fait en situation symétrique par rapport aux autres vivants. Il n'y a pas de réciprocité possible.
seuls les hommes sont responsables. La Déclaration universelle dit qu'ils ont conscience et raison. Peut-être que les animaux ont une certaine conscience et même une certaine raison, mais en tout cas, l'homme l'exprime par la parole et c'est ça qui lui donne une responsabilité. Donc, ça nous amène à la troisième proposition. Après les différences et les interdépendances, les solidarités. Tout s'enchaîne devrait s'enchaîner assez naturellement, mais les résistances sont fortes. Passer des interdépendances à des solidarités, cela suppose de façon très concrète d'expliciter des objectifs communs. Alors, on a les objectifs du millénaire sur le développement qui restent très vagues. On a des objectifs un peu plus précis en 2015. Les objectifs du développement durable, ils sont 17 au lieu d'être 8. Et puis, il y a surtout comme exemple intéressant à méditer les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'accord de Paris sur le climat. Là, on voit comment des objectifs communs peuvent déclencher un mouvement de solidarisation, si on peut dire, de la société. Cela étant, consolider la solidarité implique d'adapter les responsabilités. Et là, il y a tout un travail à faire par rapport aux acteurs les plus puissants qui sont les États et les entreprises, transformer la souveraineté solitaire des États en souveraineté solidaire, c'est-à-dire des États qui rendent des comptes, qui sont responsables par rapport à leurs ressortissants, mais aussi par rapport à une société internationale. Tout ça, c'est un peu utopique, mais petit à petit, il y a des juridictions qui se créent au niveau international, comme la Cour pénale internationale. Elle est encore très fragile, très critiquée, très critiquable, mais elle existe. Ou comme les pratiques des juridictions nationales qui décident qu'elles doivent sanctionner la violation par un État des engagements qu'il a pris par le biais d'une convention internationale qu'il a ratifiée. Et puis, la responsabilité des acteurs non étatiques. Alors là, il y a tout un mouvement pour durcir ce qu'on appelle, ce qui est de la soft law, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Petit à petit, les violations des engagements de l'éthique de l'entreprise, des engagements déontologiques des entreprises, commencent à être sanctionnées par certains tribunaux. Et il faudrait encore au-delà aller jusqu'à une responsabilité des acteurs globaux que sont parfois les scientifiques ou les acteurs civiques. Alors, pour conclure, je dirais simplement que ce manifeste de la mondialité, il se résume très simplement par une formule qui sonne un peu comme un appel, tous différents, tous interdépendants et tous solidaires. Et le lapsus, vous voyez, en dit long sur l'état de notre culture et de notre civilisation. Merci.